prochain nouveau chercheur membre régulier du CEF, Guillaume de la Fontaine, de l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour. Ça fonctionne? Plus proche? Oh. Rock and roll. OK. Vous êtes supposé avoir une chanson de Jean Leloup qui vous vient en tête. Fait que si vous n'aimez pas ce de quoi je parle, plutôt que de regarder vos appareils, chantez. Donc, Jean Leloup ne savait pas, mais il parlait, en fait, moi, il me fait penser, dans sa chanson, aux différentes réponses écologiques et évolutives de la flore nordique face au changement climatique. Ouais, le climat change. Voilà. En réponse au changement climatique, les populations naturelles peuvent soit être extirpées de leur milieu, donc s'éteindre, soit migrer vers dans des environnements nouvellement favorables, donc la migration, changement d'aire de répartition, tout ça. Dans le cas des plantes, ça se fait à travers la dissémination des propagules, ou s'adapter, donc par leur évolution, donc rester sur place et s'adapter aux nouvelles conditions du milieu. D'accord? Alors, différentes réponses, en fait, un ensemble de réponses qui nécessitent une approche qui intègre différentes disciplines, donc l'écologie, la biogéographie et l'évolution. Sauf que les changements climatiques globaux ne sont pas sans précédent. Ça fait à peu près plus de 3 millions, 2,6 millions d'années, plus ou moins quelques jours, qu'on est dans une ère de changement climatique majeur. Donc, on a ici les 800 000 dernières années avec des ères, avec des cycles glaciaires, interglaciaires, où on est à peu près 90% dans une période glaciaire et un petit 10% en période interglaciaire. Si on focalise maintenant sur la dernière glaciation et le présent interglaciaire, on voit qu'au cours des périodes glaciaires, il y a eu plusieurs événements de réchauffement climatique abrupt, suivis de lents refroidissements. Bon, on en a des exemples ici, vous voyez, abrupt, réchauffement et lent refroidissement. Bon, il y en a plein comme ça. Et donc, le réchauffement actuel, du même ordre que le réchauffement actuel, parfois même plus rapide. Donc, si on focalise maintenant sur l'Holocène, c'est la période dans laquelle on est, qui est une période relativement stable climatiquement, donc depuis environ 12 000 ans, 11 500 ans. Et il y a eu un optimum climatique autour de 6 000 ans, quelque chose comme ça, et des poussières. On est actuellement dans une période de refroidissement, si ce n'est du réchauffement climatique actuel. Donc, ça contextualise notre histoire climatique. Et donc, si on veut bien comprendre les réponses des plantes au changement climatique, on peut ajouter à notre coffre à outils la paléoécologie, donc qui permet de contextualiser ces réponses-là pour les changements climatiques historiques. Ça m'amène à vous parler d'où je viens. Vous allez voir des figures qui vont passer. Alors, en 20 minutes, moi, en fait, je suis un collectionneur. Je ne collectionne pas beaucoup de choses, mais je collectionne des postdocs. Donc, j'ai fait plusieurs postdocs, donc j'ai beaucoup de données, tout ça. Puis, si vous voulez que je parle d'une figure en particulier, ben, vous m'inviterez dans vos universités. Donc, en fait, ça va passer en rafale, puis accrochez-vous pas, laissez-vous bercer par le flot des figures, et voilà. Donc, j'ai travaillé, en fait, je vais parler, pour parler en termes de CRSNG, de contribution majeure. Donc, en fait, voilà, j'ai travaillé sur les conséquences évolutives de la colonisation post-glaciaire, la migration post-glaciaire, chez plusieurs espèces végétales boréales, transcontinentales et montagnardes. Donc, c'est des espèces, évidemment, boréales, essentiellement à nos latitudes, c'était complètement glacé. Même chose dans les montagnes. Donc, il y a eu, les espèces ont recolonisé ces milieux-là qui étaient précédemment glacés lors du passage du dernier maximum glaciaire à l'Holocène. Donc, ce changement d'aire de répartition a laissé une trace dans
dans les molécules, dans l'ADN des espèces. Et donc, j'ai étudié ça pour l'épinette blanche, le mélèze, les sapins, en Chine, sur le pin, au Pacifique Nord-Ouest, donc cèdre de l'Ouest, pruche subalpine et l'onde vert. Voilà, maintenant, les espèces, comme j'ai expliqué, peuvent aussi s'adapter localement aux conditions du milieu. Donc, j'ai travaillé sur étudier la signature génomique de cette adaptation-là aux conditions environnementales, historiques et actuelles. En fait, pour l'actuel, j'ai travaillé avec l'épinette noire, principalement en Alaska, qui est la région de l'aire de répartition de l'épinette noire où elle est la plus soumise aux conditions les plus sèches. Et en même temps, l'épinette noire croît autant dans l'intérieur de l'Alaska et croît autant aussi sur la côte. Donc, on a un gradient de température-humidité très abrupt. Ça nous permet d'étudier la signature génomique de cette adaptation-là de l'espèce, l'adaptation locale aux conditions. Un autre dada sur lequel j'essaie de travailler, sur lequel j'ai travaillé, mais il faut encore que je le publie. Donc, c'est essayer de voir si on est capable, avec les études génomiques, de voir la signature de l'adaptation locale au climat du quaternaire, au changement climatique du quaternaire, voir si cette signature-là est encore présente dans les gènes des populations actuelles. Donc, ça fonctionne assez bien, mais voilà, super excitant. Ensuite, quand les espèces ont bougé lors de la migration post-glaciaire, il y a eu un contact secondaire entre différentes populations qui étaient précédemment isolées. Puis, lors de ce contact-là, il y a certaines populations qui avaient entamé une certaine spéciation. Lorsqu'elles se rencontrent, ça fait des zones hybrides. Ces zones-là constituent des laboratoires naturels pour tester la spéciation, si on veut. Puis, on peut étudier ça au niveau génétique, génomique. Donc, ça permet d'étudier donc, la spéciation, mieux définir, mieux travailler sur le concept d'espèce. Et même, je suis en train de travailler sur l'idée qu'on peut se séparer du concept d'un quelconque concept d'espèce, puis remplacer ça par un ratio d'hétérogénéité génomique, à savoir quand deux groupes entrent en collision, quelle proportion du génome est passée entre les deux groupes, dépendamment de où elle se situe au niveau de la spéciation. Donc, on est encore là dans des concepts de migration post-glaciaire, de rencontre entre deux groupes qui ont plus ou moins... Puis ça permet de faire des études sur la spéciation. Donc, voilà, j'ai travaillé avec des modèles épinette noire, épinette rouge, des sapins, le complexe des zones et, des méta-analyses aussi, là, donc plein d'autres espèces, y compris des animaux, puis des... Ouais, c'est ça. Refuges climatiques. Audrey en a parlé un peu tantôt. J'ai travaillé sur la théorie des refuges climatiques, notamment beaucoup sur les refuges cryptiques, donc ceux qu'on trouve des tout petits refuges climatiques, donc qui sont localement dans des régions non propices, qu'on présume non propices au maintien de l'espèce régionalement, mais dans des microsites, on peut trouver l'espèce. Et donc, pour trouver ces refuges climatiques-là ont une grande importance pour, notamment, si on regarde au niveau du passé, donc où est-ce que ces populations-là se sont maintenues pendant la dernière glaciation, et si on voit qu'il y a eu des refuges cryptiques plus près des glaciers que ce que l'on croyait possible avant, donc ces populations-là ont pu avoir un très grand impact sur la migration post-glaciaire, et donc, mais trouver ces microsites-là à l'échelle d'il y a 15-20 000 ans, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc, on utilise une approche intégrative qui inclut des preuves fossiles, de la modélisation rétrospective de la niche, de la signature génétique. Puis, c'est important aussi d'étudier les différents processus évolutifs qui ont lieu dans ces refuges-là. Donc, notamment, j'ai travaillé là-dessus en Europe, en Amérique du Nord. L'Alaska est un terrain de jeu exceptionnel pour étudier ça, qui est au nord des glaciers, justement. Donc, c'était pas nécessairement prévu qu'il y avait un maintien là des espèces boréales. Et en Chine, donc, et des revues de littérature et tout et tout. J'ai contribué au développement de l'analyse macrofossile des charbons du sol qui permet de faire des reconstitutions paléoécologiques à échelle
locale, là où il n'y a pas nécessairement d'autres proxys paléoécologiques. Comme c'est à l'échelle locale, on prend plusieurs sites, on peut faire des inférences biogéographiques et certaines études taphonomiques aussi. La taphonomie, c'est l'histoire de la vie d'un fossile, finalement, donc la dégradation d'un fossile. Et enfin, bon, là, je remonte à mon doctorat, donc c'est avant ma collection. Travailler sur l'impact du climat et des feux, sur l'origine millénaire des zones de végétation au Québec et sur la dynamique écologique des peuplements subalpins du biome boréal. Voilà d'où je viens. Où je vais? Alors, je suis récemment titulaire de la chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique, qui est une approche multidisciplinaire pour étudier les réponses écologiques, biogéographiques et évolutives de la flore arcto-boréale au changement climatique, historique et actuel. Est-ce que ça fait du sens avec là d'où je viens? Merci. Ça me rassure. Alors, juste rapidement, je vais vous expliquer le modèle conceptuel qui est emprunté par la chaire. Donc, on a ici une aire de répartition modélisée dans l'hémisphère nord, avec sa marge sud, avec des populations disjointes, et la marge nord, avec d'autres populations disjointes qui colonisent. Et on a le gradient climatique qui va du chaud, avec des couleurs chaudes, vers le froid, avec des couleurs froides. Et on retrouve ici nos 3 réponses possibles pour les populations, donc soit migration, extinction ou adaptation au nouveau climat local. Et on voit que, essentiellement, là où on s'attend à observer vraiment, où les réponses vont être exacerbées, c'est aux marges des aires de répartition. Si on regarde ici, ce n'est pas nécessairement sûr qu'on va bien camper les réponses des populations, mais si on s'attarde aux marges des aires de répartition, même si ça n'a pas nécessairement a priori un enjeu en sylviculture, tout ça, on n'est pas dans les forêts les plus productives, loin de là, mais on est dans les forêts qui ont une sacrée importance écologique. Alors, je vais donner des cas d'exemple ici pour mes 2 marges d'aire de répartition, donc soit la limite sud et la limite nord. Et donc, c'est des cas d'exemple, c'est pas l'essentiel de tout ce qui se passe à la chaire, mais des petits cas d'exemple. Donc, pour la limite sud, on prend le pin gris. Il y a des cônes périssants, non pas sérotineux, oui, sérotineux, mais périssants. Donc, ils ont besoin de feu pour s'ouvrir et libérer les graines qui vont donner la prochaine génération. Jusqu'à là, je pense que j'apprends rien à la plupart d'entre vous. Ce que j'apprends peut-être, par exemple, ce que je vous apprends peut-être, c'est que la limite sud du pin gris se situe, en fait, au Bas-Saint-Laurent. On a une partie de la limite sud du pin gris. Donc, le Bas-Saint-Laurent, il y a très peu de feux de forêt, naturellement. Enfin, on présume qu'il y a très peu de feux naturellement. Mais il y a quand même des peuplements de pin gris, principalement sur substrat rocheux. Donc voilà, c'est la limite sud, et c'est des peuplements qui sont tous isolés les uns des autres, un peu comme je vous ai montré dans le modèle, là, avec la limite sud, qui est tous des petits points rouges comme ça. Alors, on a vraiment ce principe-là au Bas-Saint-Laurent. Donc, ça pose la question de connaître l'origine et la dynamique des peuplements de pins isolés. Alors, on va commencer à travailler dessus cet été. En fait, tous ces projets-là, on commence cet été. Donc, la question, c'est de déterminer quel est le patrimoine écologique et paléoécologique de ces pinèdes. Donc, l'origine holocène, donc multimilléniale, et la dynamique actuelle. Donc, en fait, d'où ils viennent, comment ça se fait qu'ils perdurent dans ce milieu-là où il y a très peu de feu, étant donné que c'est une espèce pyrophile qui nécessite les feux. Du même coup, enfin, de l'autre côté de la médaille, c'est que on va faire une reconstitution du régime historique des feux au Bas-Saint-Laurent. D'autres perturbations sont bien documentées au Bas-Saint-Laurent, mais les feux, particulièrement les feux anciens, ça demeure très peu connu. Donc, autant les feux naturels que les feux anthropiques. On va étudier au niveau génétique aussi pour voir s'il y a un patron de diversité et d'endémisme génétique particulier à la région, qu'on ne retrouverait pas dans la majorité de l'aire de répartition.
Donc, évaluer le patrimoine génétique et potentiellement la capacité d'adaptation locale aux conditions climatiques contraignantes de ces populations marginales qui sont, rappelons-le, situées dans la partie de l'aire de répartition la plus menacée. Hein? La partie, la limite sud, c'est la partie où il fait le plus chaud. On est dans une phase de réchauffement, donc quelle adaptation à ce climat plus chaud, ainsi que l'adaptation locale au régime de feu. Donc, on a par exemple au niveau génomique, mais autant juste simplement au niveau des traits physiologiques, par exemple, on voit, sur certains peuplements, il y a des cônes habituels du pin gris, comme on les retrouve en forêt boréale, mais on a aussi observé des peuplements où il y avait des cônes ouverts, donc des cônes de l'année, des cônes de production annuelle, de cônes ouverts. Et donc, sur ce site-là, il y avait aussi des petits bébés pins. Donc, sans aucun feu depuis, je ne sais pas, 70 ans à peu près. On n'a pas encore daté les carottes d'arbres, ni regardé les photos, mais c'est au moins 70 ans. Puis on va regarder aussi s'il a commencé à avoir un flux de gènes nordique, donc en regardant à l'autre côté du Saint-Laurent, là, comme hier on a pris le traversier, puis on veut savoir si les pins qui auraient un patrimoine génétique particulier auraient aussi pris le traversier. La limite nord maintenant, on prend une autre espèce à témoin. Ici, c'est l'épinette blanche qu'on va utiliser pour la présentation. Donc, l'épinette blanche qui est une espèce transcontinentale de Terre-Neuve à la pointe de l'Alaska. Au Québec, on la trouve principalement comme espèce compagne dans la sapinière, dans la zone plus sud de la forêt boréale. Or, la limite nordique des peuplements d'épinettes blanches, en fait, se situe sur les côtes de la baie du Thon et du Labrador, où là, l'espèce est monospécifique, puis est en train d'envahir la toundra, dans ce cas-ci, la toundra herbacée, carrément, directement. Et, d'abord, on veut tester l'hypothèse qu'il y a une persistance dans un refuge glaciaire sur la côte du Labrador. Pour ça, on va utiliser les macrofossiles de charbon de bois et on va vérifier la présence de macrofossiles de charbon de bois et regarder aussi l'empreinte génétique. Mais Guillaume, d'où nous vient cette hypothèse farfelue? En fait, pour plusieurs espèces, on a une espèce, ici c'est le mélèze laricin, on a tout le temps quelque chose d'un peu bizarre du côté de la pointe du Labrador, donc sauf que ce sont des études tout le temps transcontinentales, donc il n'y a jamais d'études qui ont été focalisées sur la région, mais il y a tout le temps un petit quelque chose de particulier au niveau génétique. Puis il s'avère que c'est une région aussi qui était libre de glace lors du dernier maximum glaciaire. Donc, deux éléments qui donnent un indice pour la persistance de certaines espèces à cette latitude. Après, il faut le tester pour vrai, avec des vraies données empiriques. Attends. Bon. Si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas persisté sur place, on s'attend quand même à une réduction de la diversité génétique lors de la colonisation post-glaciaire. Pourquoi? Parce que la dynamique d'une colonisation, en fait, on est à la marge de l'aire de répartition, la marge nordique, le dernier bastion. En fait, lors de la colonisation, c'est tout le temps, une avancée, un avant-poste qui est colonisé par quelques colonisateurs, individus colonisateurs, il y a une expansion, puis ensuite, une autre colonisation à partir de ça. Donc, ça fait en sorte que ça fait des goulots d'étranglement au niveau génétique, et donc une perte anticipée de la diversité génétique. Maintenant, si c'est le cas, on peut quand même se poser la question, parce que normalement, on a une perte de diversité génétique, on s'attend aussi à observer une perte de diversité génétique totale, et donc une perte de la diversité qui permet l'adaptation, perte de la diversité génétique adaptative. Or, on va tester ça en regardant s'il y a un maintien du potentiel adaptatif au climat rigoureux de la marge froide, malgré la faible diversité génétique attendue vers les pôles. Aussi, par cette même dynamique-là de colonisation, ça entraîne une dynamique, dans le fond, qui est la théorie du village olympique, c'est-à-dire que les meilleurs colonisateurs, ceux qui courent plus vite,
se reproduisent entre eux. Puis de ces meilleurs colonisateurs-là, ceux qui fondent la nouvelle population à l'avant-poste se reproduisent entre eux. Et donc, c'est les meilleurs colonisateurs, les meilleurs disséminateurs qui se reproduisent entre eux. Donc, il peut y avoir une espèce de ouais, en fait, oui, je cherche le mot, mais il y a un mot spécifique, mais je l'oublie. De la sélection. Oui, voilà. Donc, il peut y avoir un... Peu importe. Et donc, ça peut aller plus vite et pour sélectionner pour tout le temps des individus qui sont meilleurs pour la colonisation. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Si c'est le cas, bien, ça veut dire que la colonisation peut aller plus rapidement que ce qu'on peut penser. La migration peut aller plus rapidement que ce que l'on peut penser. Donc, dans le contexte d'un réchauffement, bien, ça pourrait être une bonne nouvelle. Voilà, en bref, un nouveau labo, une nouvelle chaire. Et pour vous, chers étudiants et collègues, des nouvelles opportunités, puisque, bien humblement, il s'agit d'un carrefour incontournable pour l'étude des réponses de la flore nordique aux changements globaux. Alors, je vous remercie. Oui, c'est pour une question? Ben, OK. Merci. On voit que tu as assisté à plusieurs spectacles de Jean Leloup pour être un aussi bon conférencier. Je me demandais, parce que pour qu'il y ait reproduction et justement migration, tu regardes-tu dans tes analyses génomiques des traits qui auraient rapport avec la phénologie? Pas encore, mais il faudrait. Parce que pour l'instant, ce que je pensais regarder, c'était surtout les ailes, tout ça, les trucs, la conformation des graines, la masse des graines, disons, allométrie, on pourrait dire, des ailes sur les samars. Mais c'est vrai que la phénologie... Nos conférenciers ont profité beaucoup de leurs 20 minutes qui leur étaient allouées. Il faut qu'on s'en tenir à une seule question. Merci beaucoup, Guillaume.